que notre Mais groupe. je suis vieux jeu. On est les héros de l'apocalypse. Hein, faut pas nous faire chier. Fake it until you make it. C'est pas un peu raciste, ça? Avec le temps, je suis devenu un bumper de Sonic pour Ouais. le nain. Et vous êtes là, un petit peu... c'est nous les Oui. héros. Toute ma vie, personne ne m'a jamais contredit. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue de retour. Ça va, Gilles? Ouais, mais du cri là, attention, j'ai un petit cœur, moi. Il faut réveiller les gens, bon sang. Je viens de boire deux cafés, littéralement, juste avant. Oui, c'est un Gilus sous café qui s'offre à Exactement. vous aujourd'hui. J'ai du café dans les veines, là. Et bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20. En effet, aujourd'hui, des histoires mythologiques. Des Je histoires. crois qu'on peut le dire. Des histoires mythologiques. Et pour une émission qu'on a un petit peu hésité à faire. Oui. Ah. Alors, vous nous allez dire à la fin de celle-ci ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est un jeu de rôle que l'on fait. Et je pense que ça peut être intéressant d'en faire un Histoire au coin des 20 classique. Pour ceux qui ne regardent pas l'actuel play. Parce qu'on va parler, évidemment, de l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Tout à fait. Le let's play que nous faisons pour l'instant, on s'est un peu demandé, est-ce que ça vaut la peine de raconter ces aventures dans la mesure où les parties sont déjà sur notre chaîne. Mais je pense pas que... Alors je vais le dire comme je le pense, je ne pense pas que ça ait le succès que ça devrait avoir. Ça a un bon succès pour un actual play, mais un actual play c'est un format différent. C'est littéralement regarder des heures et des heures de gens qui jouent au jeu de rôle, alors que les histoires au coin des 20, c'est un résumé. C'est un récit. C'est un récit, Un résumé. épique et homérien, ce qui Voilà. me fait penser à la bière du jour. Voilà. Oh, C'est un format différent et je pense que la plupart des gens qui ne regardent pas l'Odyssée des Seigneurs Dragons seront contents d'avoir cette histoire dans notre format habituel, notre format clé. Et donc, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, c'est un jeu de rôle qui se passe dans la Grèce antique et mythologique, plus ou moins fantasy. Hein. Et donc, on s'était dit que la Homère, pour une Odyssée, c'est Voilà. pas mal comme bien. Mais Pas mon cher Simpson. Gilus, quelle est la genèse? Alors, qu'est-ce que c'est que l'Odyssée des Seigneurs Dragons pour ceux qui ne connaîtraient pas? alors avant que j'oublie, J'ai bien aimé ton petit coup d'œil effrayé en te disant cette bière va exploser. Oui, j'avais un petit peu peur. Avant que j'oublie, au cas où on dise des choses qui soient légèrement différentes de ce qui s'est passé dans les aventures que vous avez pu voir. Vous n'êtes pas dans un effet Mandela, vous n'êtes pas dans une dimension parallèle où le jeu de rôle s'est passé différemment. C'est possible que nos souvenirs ne soient pas parfaits pour chaque partie. Ah, Je tiens juste à l'annoncer. Donc, et si vous voyez des différences, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Eh ben, tiens, voilà ta Homère. eh oui, elle est très collée. Elle a un beau col. Ah bah oui. Mais l'Odyssée des Seigneurs Dragons que je tiens ici, c'est un livre de campagne qui m'a été offert pour Noël, si je me souviens bien. C'était pour ton anniversaire. C'est pour mon anniversaire? Ouais. Ok. Par cet homme-là. Mhm. Donc, il m'a offert... c'est une campagne Donjons et Dragons, à la base, mais on n'a pas joué en Donjons et Dragons, on va en parler, ce qui sera une occasion de parler justement d'un sujet qui me plaît bien. Mais c'est une super chouette campagne, qui en plus était écrite par... alors, il faut me demander, c'est Jadon qui m'a dit ça, qui a été écrite... je crois, les gens qui ont fait Oui. BioWare, je crois. C'est- Merde, j'ai pas envie de commencer à me lancer dans des... On a dû faire des recherches avant. Je sais que l'un des... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait nos devoirs, mais l'un des auteurs de cette campagne, c'est l'un des auteurs phares qui maintenant ne sont plus chez BioWare, mais qui étaient ceux qui ont écrit les scénarios pour Dragon Age, Oui, c'est au ça. moins pour... alors, je sais pas si c'était pour Mass Effect, mais en tout cas, les auteurs, ce sont pas des branques et ce sont pas Voilà. des petits nouveaux. Santé, Santé. Gilus. Ah, la Homère. Ah, tiens. Eh bien, elle est homérienne. Oui, et elle va bien nous bourrer la gueule aussi. Ah oui, c'est bien possible ça. C'est une sacrée bière. Et Mais donc, oui, moi j'allais dire, je vois, parce que je traîne souvent sur les campagnes participatives de certains jeux, et puis ben, la maison d'édition Arcane Asylum est une maison que moi j'aime bien. J'ai beaucoup de livres de leur collection.
Regarde, tu vois, tu as le Oui, petit oui, oui. triangle avec l'œil. Et je vois ce beau bouquin de campagne, l'Odyssée des Seigneurs Dragons, très bien coté, beaucoup de gens qui applaudissent en mode « Ouais, génial, une VF ». Je me dis, ça va faire plaisir à Gilus. Et donc c'est comme ça que je te l'offre pour ton Alif, en mode « Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai rien lu, vas-y, amuse-toi ». Et c'est genre vers 2020 que tu me l'as offert. Voilà, et j'avais juste vu que c'était du 2021. Donjons et Dragons en mode fantasy mythologie, avec des histoires de Minotaures, de Gorgones et tout le bazar. Je me suis dit, ça peut être cool. Alors, ce qui m'a tout de suite accroché, c'est que c'est pas juste on a des petites jupettes de guerriers grecs, mais à part ça, c'est Donjons et Voilà. Dragons. Et on fait un mini bestiaire où il n'y a que les créatures Voilà. mythologiques, et voilà. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une très chouette approche de la mythologie. Il y a vraiment un côté drame. Je cherche un mot. Odyssée, quoi. Ouais. Je sens que tu cherches un mot. Je cherche un mot que je ne trouve pas, mais il y a... Une Iliade. Oui, une Iliade. Enfin, voilà. Une quête. Ce côté conte d'Homère. Hein. Oui. Les récits homériques. Oui, bref. Récit mythologique, il y a vraiment ce côté, tu as un destin, tu as une malédiction, ce sont des héros, ce sont les dieux, Oui. Et c'est très bien fait. Et c'est entre autres une échelle épique comme aventure. Oui. Ça commence pas au niveau 1 où tu combats des gobelins. Ça commence directement où tu dois combattre une malédiction faite le par un premier titan. ennemi qu'on commence à pourchasser reste un cochon géant qui n'a rien à envier à Princesse Mononoke. Oui. Donc, c'est mon imprimante qui nous fait des bruits je bizarres. me disais, il y a un truc qui s'est viandé. N'ayez pas peur, ce n'est pas un satyre qui est en train de nous pourchasser. Et donc, vraiment, le truc, c'est que dès le début, on sait que les joueurs, ils vont combattre des dieux et des titans. Mais oui. Ça fait partie de l'histoire. Et donc, tel que c'est écrit là, dès le niveau 15-16 pour Donjons et Dragons, les joueurs, ils vont combattre des dieux. Et c'est cool. Et c'est le prémisse. Et c'est vraiment l'ambiance. Elle est très là. Elle est très, très inspirée. Il y a tout un background de quand tu fais un serment, c'est très important. Si tu romps ton serment, tu te fais maudire par l'univers lui-même. Voilà. Et c'est très bien fait. Et donc, il y a des races jouables typiques. Tu as évidemment des sirènes, des minotaures, des satyres, des centaures, des gorgones. Mais à côté de ça, il y a les races classiques de la fantasy. Il y a les humains, les elfes, les nains. J'imagine qu'il doit y avoir des hobbits. Alors, je vais raconter un petit peu plus clairement le contexte. Donc, nous sommes sur une île qui peut se placer dans votre univers. C'est l'idée, en fait. L'île, ça peut être une île perdue dans votre univers de Donjons et Dragons, qui s'appelle Tilea, où il y a toute une création mythologique de Tilea. Vous n'avez pas tous les détails, mais Tilea, littéralement, c'est Gaïa, c'est la terre-mère. Ouais. Et il y a 500 ans, il y a eu une grande guerre. Donc avant ces 500 ans, il y avait déjà des gens qui se perdaient. Il y a les races autochtones, qui sont donc les races de la mythologie grecque, centaures, satyres, etc., minotaures, cyclopes, qui étaient gouvernés par les titans. Mais de temps en temps, il y a des nains, des elfes, des humains qui se perdaient et qui échouaient là et qui commençaient à créer les premières communautés. Il y a 500 ans avant le début de l'histoire, les seigneurs dragons ont débarqué, vraiment des gros... Mais, alors, c'est-à-dire qu'avant que les seigneurs dragons n'arrivent, les nains, les elfes et les humains qui avaient commencé, est-ce qu'on peut dire à coloniser ou pas vraiment, justement, parce qu'ils n'étaient pas très nombreux et ils s'étaient plus impliqués dans les populations locales. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait quand même une certaine inimité. Oui, les créatures mythologiques n'aimaient pas beaucoup les créatures venues du continent. Mais comme ils n'étaient pas très nombreux, c'était pas très grave. Puis ont débarqué les seigneurs dragons, qui ont littéralement colonisé l'île. Et donc c'est vraiment des vaisseaux avec des humains héroïques sur des dragons qui ont débarqué et qui ont un peu imposé leur civilisation style grec antique, Grèce antique.
Et ça a été la guerre. C'était la grande guerre entre les titans Et les créatures mythologiques. et les créatures mythologiques et les seigneurs dragons. Dragons et les dieux. Et les dieux. Les dieux sont arrivés après. Alors, en fait, les 5 dieux que vous vénérez, c'est très important, sont apparus pendant cette guerre. Ah d'accord, ce sont des héros qui ont accédé au rang de dieu. Vous ne savez pas très bien leur origine. On ne sait pas très bien. Mais ils sont apparus pendant cette guerre. Je te laisse terminer, mais j'ai quelque chose à dire vis-à-vis de tout ça. Et la guerre a été extrêmement cruelle, elle a duré longtemps. Vous en avez, dans la dernière partie, vous avez eu des petits détails qui montraient que c'était cruel des deux côtés. Ah bah tiens, évidemment. Et il y a eu un moment où les dieux ont fait un serment avec les titans, parce que donc il y a les 2 grands titans, Sidon, le seigneur de tempête, et Lutheria, la reine, la reine des rêves et des morts, qui se battaient contre les seigneurs de dragons, et il y a eu un serment qui s'est créé, qui est lié évidemment à la naissance des dieux. Et 500 ans de paix ont été prononcés, et 500 ans de paix ont eu lieu parce que nous sommes juste avant la fin de ce serment, et les armées des titans sont en train de se préparer. Mais des héros, une prophétie a prévu que des héros allaient apparaître pour battre une bonne fois pour toutes les titans. Ouais, pour faire le ménage une bonne fois pour toutes. Voilà. Ouais. Mais non, mais j'ai dit ça parce que... mais je reviendrai là-dessus. Moi, en tout cas certainement depuis le scénario de la nécropole de Telamok, mon personnage, dont je vous parlerai juste après, lui, il est à fond pro-dieu. D'ailleurs, et je ne veux pas entendre parler des titans, et moi je veux que la paix, elle soit mise en place, mais pour faire la paix, il faut avoir la force de l'imposer. Bien sûr. Et maintenant, je commence vraiment à avoir, parce que je joue l'humain du groupe, j'ai vraiment un sentiment de « Are we the baddies ?» Are we the baddies? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais bon. On en reviendra. Je pense même pas qu'on va arriver jusqu'ici pendant cette vidéo. On va faire que plus ou moins la moitié de ce qu'on a fait en actual play. Mais ce que je tiens à montrer, c'est que c'est au minimum ambigu. Oui, tout à fait. Je veux pas. Ce que je voulais pas faire non plus, c'est les Seigneurs Dragons, c'est les méchants, point. Voilà, c'est ça. Pas ça. Non, mais il y a des salauds des deux côtés, il y a de la faiblesse et de la cruauté des deux côtés. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Et jusque-là, je dois dire, mon cher Gilus, tu t'en sors très bien. Mais par où on commence? Il faut qu'on parle un petit peu de Daggerheart. Ah, de Daggerheart. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est une campagne pour Donjons et Dragons 5e édition. Mais Gilus, entre-temps, a rencontré... il faudrait faire une image, tu vois, le même avec le mec qui tient sa meuf par la main et qui se retourne. Et en fait, tu tiens Donjons et Dragons 5e édition par la main et tu fais « Ouh !» en regardant Là, c'est à l'écran. C'est à l'écran. Oui, parce que vous êtes certainement au courant, j'ai eu un coup de cœur pour Daggerheart, qui est un système que j'adore, qui est imparfait sur certains points. Je pense que pendant cette histoire, je vais pouvoir raconter certaines frustrations que j'ai parfois en préparant du Daggerheart. Mais ce sont des détails, parce que globalement, j'adore le système. Et c'est un système aussi que j'adore faire en actual play, parce que les combats peuvent aller relativement vite, sans être non plus bâclés en quelques jets de dés, parce que avec certains systèmes où c'est là où les combats, on ne veut pas qu'ils durent trop longtemps. Ici, je pense que c'est la durée que je cherche. Si jamais vous ne le savez pas, tout ce que je crée pour le des Seigneurs Dragons, donc toutes les races que je convertis, le bestiaire que je convertis, eh bien, il est sur mon Discord. Hein. Je vous renvoie vers notre Discord habituellement. Il y a beaucoup de gens qui sont venus par rapport à Daggerheart, justement. Et Daggerheart, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Sans rentrer dans le détail. C'est une espèce de concurrent. Alors, je vais donner mon avis, mais j'en connais 100 fois moins que toi. Mais donc, c'est le système de règles un peu concurrent à Donjons et Dragons, qui a été créé par la bande de Critical Role. Et ça se veut être un peu comme Donjons et Dragons, dans le côté, il y a des mécaniques qu'on peut utiliser, il y a des combats, c'est fait pour faire des donjons, c'est fait pour faire des bastons, où on se sent puissant, mais sans la mélasse de complexité que peut être Donjons et Dragons 5. Je suis désolé de le dire, pour l'instant je suis dans une campagne de Donjons et Dragons 5e édition, et je trouve que D&D, ils sont enfermés dans des vieux concepts
qui traînent depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et ça, c'est nouveau, c'est frais. Et moi aussi, hein, tu peux me faire me retourner sur Daggerheart. J'ai déjà commandé la version française. Oui, qui sort chez Black Book Edition. Qui va bientôt sortir. On n'est pas sponsorisé. J'ai fait des vidéos sponsorisées pour eux, mais cette vidéo-ci n'est pas sponsorisée. Quand je dis elle va bientôt sortir, elle va sortir, dans le meilleur des cas, fin de l'année, voire au printemps prochain. C'est quand même du gros boulot. On verra. Mais donc voilà, un système appréciable. Ça se veut vraiment un mélange entre Donjons et Dragons et propulsé par Apocalypse. Parce que c'est assez narratif. À noter que je ne le joue pas très narratif, moi. Entre autres parce que la campagne, c'est une campagne préécrite de Donjons et Dragons. Donc je me retrouve avec certaines restrictions. Et parce qu'il y a juste des moments où j'ai envie de prendre des décisions en tant que maître jeu. Mais si jamais je voulais jouer Daggerheart plus comme il était prévu, il y a plus souvent où je devrais me tourner vers vous et vous dire, vous trouvez quelque chose d'extraordinaire, dites-moi ce que c'est. Ah oui, d'accord. Des trucs narratifs dans ce genre-là. Je le joue peu, ça. Parfois, mais je le joue peu. D'accord. Mais moi, voilà, c'est un système que en tout cas, l'équilibre que tu as trouvé dans l'Odyssée, je le trouve vraiment génial, quoi. Moralité, personnage. Les personnages. Donc j'ai réuni une équipe de choc. Je ne sais pas pourquoi j'ai des images de masques quand on fait venir à chaque fois au début, quand l'équipe est choisie. Donc, il y a 3 joueurs dans l'Odyssée des Seigneurs de Dragon. Il y a cet homme-là. Il y a Jadonkor, que vous connaissez peut-être bien parce qu'il a fait pas mal de jeux de rôle avec nous et il a une chaîne qui fonctionne beaucoup mieux que la nôtre. Il fait des vidéos géniales sur les jeux vidéo d'aventure de début 2000. Si vous ne connaissez pas la chaîne Jadonkor, mais allez-y, qu'est-ce que vous faites de votre vie, quoi. Je viens de regarder sa vidéo sur Fallout qui est je ne l'ai pas encore vue, mais ça doit être génial. Et il y a Nathalie, que vous ne connaissez pas, probablement pas en tout cas, qui commence à faire des jeux de rôle avec nous et qui est de la chaîne 13 médias. Chouette. Voilà, et elle est journaliste et elle fait beaucoup elle est aussi streameuse et elle fait du journalisme aussi sur les jeux et d'autres trucs et elle est très chouette et elle apporte vraiment un regard et une façon de jouer très différente de notre groupe où nous on est un petit peu plomb-plomb et je trouve ça vraiment chouette justement. Je dois dire, voilà, c'est l'alliance de 3 personnes. Enfin bon, c'est vrai que Jadon, j'avais déjà joué avec lui, un peu dit. mais l'ambiance autour de la table est très très chouette, je dois le dire. Et qu'est-ce que je vous ai imposé comme choix? J'ai dit je veux au minimum un humain pour avoir ce côté Iliade épique avec un petit peu un héros central. Mais tout à fait. Et je vous ai dit aussi, vous êtes 3 personnages, on ne va pas cumuler 3 fois les mêmes classes. Et donc, que joues-tu? Eh bien, moi, je joue l'humain, parce que déjà, et ça fait une trentaine d'années que ça dure, je ne supporte pas un groupe de Donjons et Dragons où tu as un gnome enchanteur, un nain forgeron, un tieflin, un elfe, un brol, un machin, et il n'y a pas d'humains. Et en fait, la campagne, ça se passe dans un royaume où il n'y a que des humains. Et puis après, on leur dit, à chaque fois que vous débarquez en ville, les gens font des yeux comme des soucoupes. C'est pas un peu raciste, ça? Il y a du racisme il y a du racisme dans les jeux de rôle. C'est un choix. En fait, chacun peut choisir dans ses parties si l'univers a des racistes. mais c'est pas du racisme. Mais si moi, je fais une campagne de Donjons et Dragons qui se passe dans une ville où 99,9% des habitants sont des humains, quand ils voient débarquer un gnome, un nain, un elfe noir, un tieflin, avec un dragon papillon, machin, évidemment que vous passez pas inaperçu. Et si ça ne tenait qu'à moi, dans un groupe de 5 joueurs, il y a 2 qui peuvent faire une race non humaine et les autres sont obligés de jouer des humains. Mais du coup, et je sais, c'est comme ça. Mais dans mes jeux de rôle, on fait pas ce qu'on veut. Du coup, moi, j'applique ma doctrine à moi-même. C'est un regard vieux jeu. Et ça ne regarde que notre Mais je suis vieux jeu. J'ai commencé les jeux de rôle en 1993, ou 92 même. Et donc, du coup, j'applique ma doctrine à moi-même et j'ai directement dit, alors moi, je vais jouer l'humain. Et je vais jouer un personnage parce que j'avais pas envie de me casser le cul à écrire un background. Tu joues Perceval un peu. Voilà, je voulais jouer un personnage très jeune. Et donc, il a 15 ans ou 16 ans, je sais plus ce que je lui ai mis. Ton âge change à chaque fois. Je crois que tu as 16 ans. 16 ans.
Et donc, c'est un fils de berger qui n'a jamais rien connu d'autre que faire paître ses moutons et regarder les étoiles en rêvant d'une destinée meilleure. Et c'est tout ce que je t'ai donné comme background parce que son histoire, elle reste à écrire. Ouais. Alors ça aussi, parce que maintenant qu'on parle de mes particularités en tant que joueur de jeu de rôle et de ce que je demande en tant que maître, les backgrounds à rallonge, ça me pète les couilles. Tu fais un petit background. Tu dis, voilà, avant, j'étais ça. J'étais gardien de parking dans Cyberpunk. J'ai été viré parce que j'ai essayé de vendre de la drogue. Maintenant, j'ai été viré, je ne sais pas comment je vais m'occuper de ma vieille maman. Et c'est tout ce qu'il te faut. Pas besoin d'un background de 3 pages qui explique qu'en fait, t'es un dragon qui s'est transformé en humain pour revenir... Tu as l'air très, très choqué par ce que je suis en train de dire. Non, pas du tout. Je suis d'accord pour dire qu'un background, 1 page, c'est nickel. T'as pas besoin de faire un roman. Il y a un chat qui n'est pas le tien dans ton jardin. Ah oui, Est-ce qu'il faut sortir Si jamais vous tromblon entendez des aboiements, c'est que mon chien l'a vu. Ah. À noter que les feuilles de personnages de Daggerheart arrivent avec des petits cadres pour te donner des questions sur le personnage qui te permettent de créer déjà un background général. Ouais. Et aussi, point de vue background, dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons, chacun doit se choisir un destin héroïque. Tout à fait. Et toi, c'est le fortuné. Donc c'est le fortuné. Donc si je ne me trompe pas, parce qu'il y a plusieurs trucs qui se sont mis en place, mais Ouais. en gros, mon rêve à moi, c'est de refonder les Seigneurs Dragons. Ouais. Retrouver la force, la puissance, le courage et surtout le dragon pour pouvoir refonder les Seigneurs Dragons et remettre les choses à plat avec les titans pour remettre un 500 ans de paix dans la balance. Et il y a un petit astérix Et ce, quel qu'en soit le prix. avec ce destin, parce que tu as eu de la chance toute ta vie, comme si tu Ah étais oui. more human than human, comme si tu étais un petit peu au-delà de l'humain plutôt. Oui, comme si une mais étoile nous en brillait. parlerons pendant l'aventure. Comme si... parce que donc oui, ça j'avais quand même mis dans mon petit historique que mon père est un vieillard grabataire et tout le monde se dit mais c'est pas possible, c'est pas... en plus sa mère est plutôt une belle femme qui a 50 ans de moins que son mari. Tout le monde se dit mais c'est pas possible que Damarcos, puisqu'il s'appelle Damarcos, soit vraiment le fils de ce vieux berger, quoi. Et quelle est ta classe? Et ma classe, c'est gardien. Donc c'est un guerrier. Mais alors j'ai gardien protecteur. Tu es gardien vengeur, toi. Ah, moi c'est gardien vengeur. Parce qu'il y a le gardien protecteur. Mais... Parce qu'au sein de chaque classe, il y a 2 branches dans lesquelles on peut choisir. Et je savais que dans un de tes jeux de rôle précédents, Jadon avait fait le gardien protecteur. Et du coup, je m'étais dit, ouais, je vais pas faire la même classe que Jadon la dernière fois. Donc j'ai pris le gardien vengeur. Et en gros, c'est un... En fait, je dirais c'est entre un tank de MMORPG et un barbare. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, c'est la capacité de base, le inarrêtable, c'est très rage de barbare. Mais globalement, c'est un guerrier défensif. C'est un guerrier défensif, mais quand on le blesse, il peut renvoyer automatiquement des blessures sur son adversaire en sacrifiant quelques points. Enfin bref, une classe aux petits oignons. Quand je l'ai vu, je savais qu'elle était pour toi, le gardien. Jusqu'à présent, je n'ai rien à redire. Les seuls moments où mon personnage a été mis en faiblesse, c'est dû à ma propre stupidité ou à des gros coups de malchance. Le truc, c'est que tu subis. Et il y a un moment où ça dépasse, malgré toute ta résistance. Oui. Mais donc, Damarcos, le jeune berger qui veut devenir un héros. Exact. C'est mon personnage. On pouvait juste en rester là. Ça pouvait être juste ça. Ah bah, j'ai envie de parler de mon perso, j'aime mon perso. Sinon, Nat, elle joue une race particulière, qui est donc la méduse, que je préfère appeler la gorgone, parce que la méduse, pour moi, c'est le personnage mythologique qui est une gorgone. Et donc, pour moi, la méduse, c'est un animal qui vit dans l'eau et qui est urticant. Tout à fait. Donc, moi, j'ai préféré les appeler les gorgones, même si dans le bouquin, ils les appellent les méduses. Donc, vous voyez le personnage, cheveux de serpent, transforme les gens en pierre d'un seul regard. Et son destin est lié à sa race. C'est-à-dire que son destin héroïque, c'est le héros maudit. Et à la base, elle n'est pas censée être une méduse, elle vient d'une lignée humaine, mais pour une raison ou une autre, depuis des générations et des générations, régulièrement, les femmes de sa lignée sont des méduses qui ne contrôlent pas toujours très bien leur pouvoir. Et donc c'est une race que j'ai dû créer pour les règles
Daggerheart. Et je lui ai plus ou moins donné un gros pouvoir, qui est le fait de pouvoir transformer les gens en pierre. Elle forcément. l'a pas beaucoup exploité, mais potentiellement, ça peut arrêter un combat au premier tour. Mais c'est risqué, si j'ai bien compris. En fait, ça coûte 3 points de stress Ah, oui, pour le d'accord. tenter. Pour le tenter. Ok. Et donc, c'est ça qu'elle préfère garder ses ressources pour d'autres choses. Et elle est une sorcière. Donc, gorgone, peau verte, cheveux... Enfin, des serpents... La chevelure en serpent. Chevelure en serpent noir. À noter que donc, je vais vous montrer ici les dessins qui ont été faits par un illustrateur dont je vais retrouver le nom, je vais le mettre sur le... mais qui est très, 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 très chouette. Oui, parce que notez bien que nous, on n'utilise pas de l'IA pour faire nos personnages. Pas pour les personnages principaux, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et après, la plupart des illustrations viennent du bouquin lui-même aussi. Mais genre le berger du coin, si j'avais besoin d'un jeton, ben là j'ai utilisé l'IA parce que voilà. Et donc la sorcière Mazikine est à la recherche de l'origine de la malédiction qui touche sa famille. Elle aime beaucoup utiliser la Daggerrune. Daggerrune, oui, c'est vrai. Mais en fait, j'allais dire, j'imagine que tu dois avoir plein de trucs en tête, mais tu peux pas trop en parler. Parce que là où nous, les joueurs, on en est dans l'aventure, on ne sait pas beaucoup de choses sur elle. Elle a très peu révélé de son... Et elle-même ne sait pas grand-chose sur elle non plus. Voilà. C'est une révélation au fur et à mesure. Et troisième personnage, joué par Jadon. C'est Sighild. Sighild le rôdeur, nain. À noter que les rôdeurs, à l'opposé de Donjons et Dragons, les rôdeurs dans Daggerheart, ils sont overpower. Ils sont super bourrins parce que c'est des bons guerriers avec l'esquive, donc l'équivalent de la classe d'armure la plus haute du jeu. Qui est accompagné de son compagnon sanglier qui est, j'allais dire Gruki, mais non, ce n'est pas Gruki. C'est Rago. Rago, tout à fait. Et lui, son destin, c'est le tueur de dragons. C'est-à-dire qu'il vient... Alors lui, il m'a dit, voilà, on est dans un contexte un petit peu gréco-romain, je veux être un barbare. Mais venir d'ailleurs. Je veux venir d'ailleurs, je veux être un barbare. Et donc, il vient d'une île qui fait partie de Tiléa, mais un petit peu à l'écart, où il vient d'une descente, il descend de peuples qui étaient là avant les Seigneurs Dragons, qui sont donc des nains, qui sont un petit peu un côté... Highlander. Oui, voilà, oui, un petit peu Highlander, un petit peu celtique en fait. D'accord. Ça se voit quand tu vois le portrait. Il a des maquillages bleus, etc. Et son historique, c'est donc tout son clan s'est fait détruire. Il est le seul survivant parce que ils se sont tous fait tuer par un dragon. Et son destin, lui, c'est de retrouver ce dragon pour se venger. À un moment, je me suis dit que ça allait poser problème. Que si moi, je me disais « Oh, mais moi, je veux ce dragon !» et que lui fait « C'est le dragon qui a tué toute ma famille !» Mais visiblement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je ne pense pas que vous serez à la recherche du même dragon. Non, je ne crois pas non plus. Et là-dessus, nous allons commencer les aventures. L'aventure, elle commence d'une manière qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est-à-dire pas de chichi, pas de blabla. On nous apprend que l'oracle, donc qui est une créature divine, ou quasi divine d'ailleurs. Oui, on en reparlera. On en reparlera. A annoncé une prophétie disant que 3 héros allaient revenir pour rétablir la paix avant que tout ne commence à se péter la gueule, puisque les centaures, les satyres se préparent à entrer en guerre contre les autres peuples, et qu'en fait on va quand même se faire rouler dessus. Hein. Ouais. Et donc, en fait, l'aventure commence où tu dis, mais on arrive à l'auberge du... Le Mas-Suret. Le Mas-Suret. C'est pas un mât comme un mât de bateau? C'est M-A-S. Le Mas-Suret. Si vous savez ce que c'est qu'un Mas-Suret. C'est Suret, comme du vin Suret. Comme du vin Suret, mais c'est M-A-S. M-A-S, je suis pas sûr de savoir ce que c'est, j'avais fait des recherches, je n'ai pas trouvé. Je sais pas, mais c'est pas grave. Je crois que c'est un terme de vignoble. Mais voilà, et donc, et tu nous dis, ben voilà, vous entrez dans l'auberge, et comment vous faites votre entrée? Oui. Et donc, moi, je me décris, j'arrive, je porte l'armure de mon vieux grand-père, qui est un peu pourri. J'ai le vieux bouclier aussi du grand-père, je sens le mouton.
je suis un peu trop mon malin, où je grimpe sur la table et je me fais servir des verres en disant bien que je suis le héros de la prophétie et qu'un jour je reviendrai et que tout le monde sera riche et tout. Mes compagnons, je ne sais plus exactement comment était leur entrée. Oui. Alors, et à noter que vous avez été convoqué par une poétesse du nom de Kira, qui voulait raconter vos histoires, vos aventures de héros. Et donc, elle vous a convoqué dans cette auberge. Et vous savez que la région est sous la terreur d'un sanglier immense qui a été corrompu par Sidon, le titan des tempêtes, et qui massacre les populations locales. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément de clins d'œil dans ce scénario, et entre autres, le sanglier, c'est le premier travail d'Hercule. Ah oui, c'est vrai. Le sanglier géant. Voilà. Je pensais que tu allais dire Princesse Mononoke. Mais... Alors moi, je l'ai beaucoup tourné là-dessus. Je sais, il y a peut-être un peu de ça aussi dans ce qu'ils ont voulu faire, mais je ne peux pas le jurer. Et oui, en effet, donc tout le monde arrive je le resserre à sa manière. Donc toi, tu es littéralement dans tes campagnes, donc tu t'y retrouves. Ah bah oui. Mazikine, c'est plutôt une vilaine. Non, enfin, elle vient de la ville. Et Sigil, il est un petit peu perdu parce qu'il est très loin de chez lui. Et vous êtes amené, en effet, à la table de la poétesse Kira. Je peux vous montrer une illustration officielle. Et elle vous explique que vous allez devoir construire votre réputation. D'ailleurs, il faudrait que je me souvienne que votre réputation, au fur et à mesure, augmente. Et j'ai des règles par rapport à ça. Et il y a des chasseurs dans le coin qui ont survécu à une confrontation avec ce sanglier qui dévore les gens. Et oui, et les chasseurs, eux, chient un peu dans leur froc. On doit commencer à faire preuve de persuasion pour qu'ils y retournent et qu'ils nous montrent où se trouve ce sanglier. Mais finalement, ça va, parce que moi, j'en fais des caisses et des caisses, quoi. Je suis le héros de la prophétie, quoi. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Alors que je suis un guerrier de niveau 1, mais tu vois, mais c'est... fake it until you make it. Hein, ça, c'est Damarcos tout craché. Petit détail à propos des niveaux. Le niveau maximum dans Daggerheart est 10. Donc, on peut plus ou moins considérer que niveau 1, c'est comme un personnage niveau 2. Niveau 2, c'est comme un personnage niveau 4 de Donjons et Dragons, etc. Oui, c'est vrai que... Désolé, mais par après, il y a eu des moments où je me disais, mais c'est pas possible, Gilus veut tuer tout le groupe. Alors qu'en fait, non, on était censé combattre, mais ça arrivera un petit peu plus tard. Et donc, on part à la chasse au sanglier géant. Tout à fait. En faisant... Je sais plus à quel récit ça m'avait fait penser. Dans Warhammer 40 000, il y a un truc comme ça où le Perturabo, le méchant primarque, dit « Je cherche l'autre méchant primarque de Khorne et je ne sais pas comment le retrouver. » Et il va demander à un démon, et le démon lui dit « Mais suis simplement la trace de planète où il n'y a plus personne de vivant et tu le retrouveras. Okay. » Et donc nous, en gros, on poursuit le sanglier. On voit des villages qui ont été massacrés, visiblement piétinés par cette créature, avec des gens à moitié mangés. Et puis on suit la campagne. On fait quand même un long voyage de quelques jours. Vous faites un voyage de 1 ou 2 jours. Et vous arrivez jusqu'à la grotte, face à la grotte du sanglier, dont vous sentez qu'il y a une aura maléfique qui sort. C'est une créature surnaturelle qui a été corrompue. Et je trouve que c'est une très bonne introduction. C'est littéralement le premier combat du scénario. Et je trouve que c'est une très bonne introduction parce que ça montre déjà le côté épique. Tu ne combats pas 5 gobelins. Oui, c'est vrai, c'est pas aller tuer 3 rats dans ma cave. Voilà. Et tu règles déjà le problème de toute une région. Et donc il y a déjà de ça. Et le sanglier, c'est un ennemi potentiel assez intéressant. Et tout ça se passe assez vite parce que ce qu'on vous raconte là, on n'est même pas à la fin de la première émission. Donc n'hésitez pas à aller voir l'Odyssée et Seigneur Dragon. Oui, mais ils vont se spoiler pour les prochaines histoires au coin du D20 c'est pas grave, et vice-versa. Et je me souviens, vous êtes face à la grotte, vous commencez à discuter. Alors comment est-ce qu'on approche? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on envoie Ragol sanglier? C'est déjà dès le départ, tu vois, parce qu'en plus on ne connaît pas les pouvoirs des uns et des autres, quoi.
Ouais. Et donc, ça pue le plan puant. Et je crois qu'il y a Sigilde avec son sanglier Rago qui se disent on va se mettre devant la grotte pour le recevoir avec des flèches. Il essaie de rentrer, Je vais peut-être essayer d'envoyer, où il envoie Rago à l'intérieur. Mazikine, alors moi je vais me mettre au-dessus de la grotte en me disant que je vais sauter avec mon épieu sur le sanglier. Oui. Et Mazikine se dit en fait c'est pas une mauvaise idée d'être au-dessus du trou de la grotte, comme ça je pourrais peut-être caster et je suis à côté du guerrier s'il y a quelque chose qui se passe mal. Et il me semble que... Je demande un jet de finesse à Sigilde pour rentrer discrètement. Il le rate. Ouais. Donc directement... Il y avait les deux autres chasseurs. Il y avait deux chasseurs qui étaient censés faire des pièges pour vous. Et je vous insiste, je dis, ok, ils peuvent faire tel genre de piège, tel genre de piège. Et vous êtes là un petit peu... c'est nous les héros. Oui, non, mais moi j'ai vraiment eu... Mais c'est parce que mon personnage a eu cette réaction de dire... Mais regardez, ces pauvres chasseurs, ils sont déjà morts de terreur. Pas besoin de piège, nous sommes des héros avec des belles grosses lances. M'aurait été, le rôdeur rate son jet de discrétion et il y a le sanglier qui sort, le sanglier géant, titanesque, je crois que ça s'appelle le sanglier titanesque, qui sort de la caverne en chargeant. Il a la taille d'une caravane de Hollandais, tu vois. C'est bien dit. On va le noter. C'est énorme. On va le noter celui-là. Et paf, c'est combat. Et surtout que directement, alors il me semble que j'essaye de lui sauter dessus, je te dis j'essaye directement de lui sauter dessus et je loupe, ou je suis éjecté comme une merde, ce qui devait arriver arriva. Alors, Mazikine, je sais plus ce qu'elle a essayé de faire, elle a essayé de lancer un sort, mais je crois que ça a couillé aussi. À noter que l'une des difficultés du système Daggerheart, selon moi, auquel j'étais confronté immédiatement, c'est de créer des combats de boss. Oui, parce que c'est vrai. Daggerheart, c'est un système de combat de ressources, j'ai envie de dire. Et donc, avoir un seul personnage, à moins que tu triples ses points de vie, c'est très difficile d'avoir des combats de boss, un ennemi contre le groupe. C'est beaucoup plus intéressant, et j'aurais peut-être déjà dû le faire, d'avoir le boss qui va invoquer des minions et des machins comme ça. Oui. Mais c'est pas grave. Je trouve que le combat s'est bien passé. Oui, le combat il vous charge, il commence à vous balancer. Et à nouveau, comme c'est un système un petit peu narratif, ça me permet de rajouter des éléments et d'inventer des éléments au fur et à mesure. Par exemple, à un moment, il y a Sigilde qui rate un de ses jets d'attaque. J'aurais pu dire, ok, ça veut dire que le sanglier a une occasion de t'attaquer, mais à la place de ça, il l'attrape par sa lance et il commence à le tirer et il l'amène à l'autre bout de la carte où vous n'êtes pas et tout. Et le sanglier, il a aussi une espèce d'aura de corruption et les gens autour commencent à s'entretuer. Oui. Toi, t'attaques Mazikine t'attaque. Et il y a, sur la fin du combat, il y a aussi les deux chasseurs qui commencent à s'entretuer. Oui, c'était le bordel. Et donc, il me semble que Mazikine et moi, on a réussi à un moment à se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire Et la fin du combat, je ne sais plus exactement comment elle s'est passée, mais on a fait quelques bons jets, et je pense que c'est la première fois où on s'est rendu compte qu'en fait, dans Daggerheart, on peut faire des jets en commun. Ça, c'est super cool. Où en fait, on a des points bonus qui est l'espoir. Voilà, qui est l'espoir, et quand tu en dépenses, tu peux faire un jet, tu peux faire une attaque en duo avec un autre membre du groupe. Et c'est aux joueurs d'expliquer comment ça se passe. Et donc là, en gros, il y avait Sigilde qui voulait envoyer un coup de lance dans la tête du sanglier, mais c'était un peu haut, un peu difficile. Et donc je lui dis, mais écoute, moi avec mon guerrier, je m'accroupis et je prends mon bouclier comme ça. T'arrives en courant, tu sautes et je te balance avec le bouclier. Le premier de nombreuses combos boucliers. Alors, il faut dire que, mais ça je spoil un peu, avec le temps je suis devenu un bumper de Sonic pour le nain. Le nain fait et moi je fais et je l'envoie en l'air. Et pensons à Mazikine essayer de sauver les chasseurs. Mazikine essayait de désenvoûter les chasseurs, ce qui a marché je crois, ils ont survécu tous les deux, c'est con. Ouais. Et donc finalement, on arrive à trucider. À capturer en fait, c'est important. Ah oui, parce qu'on devait le sacrifier. Vous deviez le sacrifier. On devait le sacrifier, tout à fait. Dans un rituel de sacrifice. Un rite de sacrifice. Comme faisaient les Romains, les Grecs, sacrifier un animal ça au aussi, dieu. C'est très intéressant. J'adore. Très intéressant. Et je crois que même le sanglier nous a balancé un petit misérable mortel. Alors ça, je l'ai... Ça, c'était pas dans le scénario. Mais évidemment, moi, j'ai ressorti la réplique de Princesse Mononoke.
Bientôt vous goûterez toute la puissance de ma haine par la perte d'un être qui vous est cher. Et ouais, moi, je suis un grand fan de Ghibli et donc j'ai vraiment j'ai vraiment joué Mononoke, ce sanglier. Je pense même un moment, parce que je voyais ça hein, et que tu étais tout content. Est-ce que j'ai pas un moment dit au sanglier calme ta colère, Dieu ou démon C'est bien possible. C'est bien possible. À noter que vous êtes toujours dans vos aventures, sauf si on dit le contraire, accompagné de Kira, la poétesse, qui est un DMPC. Tu vois ce que c'est un DMPC? Non, c'est ton personnage à toi c'est quand un maître de jeu met un personnage qui le représente dans le groupe. Oui. Et donc, il y a ce personnage qui les suit dans leurs aventures et qui n'a pas l'air du tout inquiété par le combat, par la corruption du sanglier. Jusqu'à ce moment-là, et ça va durer encore un peu, on ne se doute pas du tout, alors qu'on a une certaine liste de certains dieux qui marchent sur Terre, qu'on a lu à la va-vite, et puis que tu as un personnage qui s'appelle Kira, qui semble être une barde extrêmement puissante avec des pouvoirs. Il a fallu 2-3 scénarios avant qu'on se rende compte de ce qu'elle est. Ce sera à mon avis pour la vidéo suivante. Ce sera pour la vidéo suivante. Donc vous capturez le sanglier, et là je vous fais une liste des dieux et des titans auxquels vous pouvez. C'est marrant parce qu'on aurait pu le sacrifier à Kira. Je sais pas comment elle aurait réagi. C'est prévu dans le scénario. Elle aurait fait waouh. C'est prévu dans le scénario. Petit spoiler, attention. Ah oui, désolé pour le spoiler. Et donc, si je me souviens bien de toute la liste, il y a donc les 5 dieux. Il y a Pitor, le dieu de la guerre. Il y a Kira, la déesse de la musique. Tout à fait. Il y a Mitros, la déesse de l'aube. Il y a Valus, la déesse de la sagesse. Et il y a Volcan, le dieu de la forge. Ainsi que les titans. Tiléa, la déesse mère. Kentiman au 100 bras. Qui est un truc bizarre. Qui est une espèce de... Une entité très arbie. Créature primordiale qui est le mari de Tiléa. Il y a Sidon, le seigneur des tempêtes, qui est le grand méchant de l'histoire. Le grand méchant de l'histoire. Mais vous aviez le choix de sacrifier le sanglier à lui. Et Luteria, la titane déesse des rêves. Mais déjà, ça, j'ai trouvé très intéressant. J'adore. Qu'en fait, dès le départ, en fait, si tu veux sacrifier ta première proie au grand méchant de l'histoire et dire, mais moi, pour l'instant, je m'agenouille face au dieu mauvais qui est le grand méchant de l'histoire, mais tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire. Mais c'est au groupe de décider. Et donc, moi, évidemment, j'étais en mode, on va sacrifier cette bestiole à Pitor, le dieu humain de la guerre, parce que, Et puis les deux autres m'ont regardé en mode non, ça va plutôt être Tiléa. Voilà, vous essayez la déesse mère. De la sacrifier à Tiléa. Et de ce fait dépendent beaucoup de choses qui se passeront après. C'est vrai. Puisque la Tiléa nous fait un cadeau, fait pousser un arbre avec 3 pommes qui tombent. Et on se retrouve chacun avec une pomme magique. Et la pomme magique, tu nous le dis directement, c'est un truc... C'est la méga potion de soin. C'est la méga potion de soin. Tu la manges, ça te rend tous tes points de vie, quel que soit ton état de décrépitude. Et on la met chacun dans notre sac. Moi, j'étais un peu en mode, mais moi, j'aurais préféré que ce soit le dieu de la guerre. On aurait peut-être eu des armes magiques. Mais bon, voilà. On a triomphé de notre première épreuve. Et ensuite, en fait, le sanglier vous a sous-entendu que l'oracle était en danger et qu'elle allait être tuée. Ah oui, c'est ça. C'était ça sa vengeance, c'est que l'oracle allait être tué. Et donc Kira vous dit hop, il faut qu'on bouge. Ouais. Notez que la deuxième émission, Nat était malade à la dernière minute. J'ai décidé de le faire. Comme on était un petit peu entre deux aventures, je vous ai fait une petite aventure tranquillou. Mais qui était assez intéressant. Vous avez pu discuter, toi et Jadon, faire du roleplay. Et il y a eu aussi un combat face à un bras de Kentiman, parce qu'il y a des bras géants qui dépassent des terres à certains endroits. Et vous avez juste été attaqué par un centaure et un satyre, qui vous ont pas mal moté d'ailleurs. Ah, mais moi j'ai failli mourir en fait.
Bah, mais en fait, je maintiens que cette séance, cette petite séance où il y avait juste Sigilde et Damarcos, était très intéressante parce que, d'une part, ça a un peu fermé son caquet à Damarcos qui se sentait... Tu vois, là, il a été mis en position de faiblesse. Il a dû être sauvé. Parce que c'est ça aussi que je voulais raconter. Une fois qu'on a été après avoir tué le sanglier, être rentré dans la grotte du sanglier, on a trouvé une lance en argent magique. Oui, très Et important. donc, qui va recevoir la lance en argent magique? Alors moi, mon arme de prédilection, c'est les massues, c'est les armes De force. Et Sigilde, c'est plutôt les lances et ce genre de choses. Mais moi, je joue mon personnage. Et je dis, mais non, pas du tout. C'est moi le guerrier du groupe, c'est à moi qu'elle revient, cette lance. Ah bon, et de quel droit? Et donc finalement, je dis à Jadon, à Sigilde, eh ben, faisons un concours. On met une cible et on voit qui lance le mieux la lance en argent. Alors il fait un jet qui est pas terrible, puis c'est à moi de jouer. Réussite critique. Oui. Réussite critique, je vois la tête de Jadon. Et donc, je fanfaronne comme un crétin parce que... Premier objet magique acquis. Alors, voilà, premier objet magique acquis, j'ai la lance, quoi. À noter qu'il y avait un petit dilemme à ce moment-là. Mhm. C'est que vous êtes pressé d'aller sauver l'oracle, Oui. mais Kirar vous dit, oui, ce serait quand même bien de recueillir les corps dans l'antre du sanglier et de leur mettre une pièce sur chaque œil Oui. pour qu'ils puissent accéder à l'autre monde, Au royaume des morts. au royaume des morts. Et donc vous acceptez de faire ça, et je vous ai juste dit, ça veut dire que vous aurez moins de temps pour vous reposer. Ouais. Ben, on l'a fait. Et donc oui, et donc dans la séance avec juste Damarcos et Sigilde, il se fait que Damarcos finit à terre, presque mourant. Il va se faire piétiner par un centaure. Et c'est Sigilde qui lui sauve la vie d'un lancer de javelot. Et donc après avoir survécu, je dis, mais prenez la lance en argent. Moi, j'ai pas su m'en servir, j'ai pas su m'en montrer digne. Et donc, oui, non, c'est une séance sympa. À noter que le fait que Nat était malade, ça m'a été une occasion de mettre en place le fait qu'elle est maudite, c'est important, il faut le mettre. Ouais. Et donc, en fait, quand elle voit son reflet dans sa lance, elle se transforme elle-même en pierre, et Kira arrive à la sauver, in extremis. Et je voulais mettre en place que c'est un pouvoir qu'elle ne contrôle pas très bien, parce que c'est une malédiction, tout ça. Quoi qu'il en soit, aventure suivante, vous arrivez... On raconte jusqu'où? Jusqu'à la fin de l'oracle. Jusqu'à la fin de l'oracle, Ouais. ok. Aventure suivante, vous arrivez au temple de l'oracle, qui est dans une espèce de source chaude. Ouais. Et vous pénétrez dans une grotte. Et oui. Oui, non, c'est-à-dire que moi, dès le départ, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et tu nous mets des tas de pions, de soldats en livrée bleue, tu vois, mais genre, t'en as 4 à l'avant, puis t'en as encore 4 autres à l'arrière. Je me dis, c'est une scène, on ne peut pas combattre. Le maître de jeu nous dit, en mettant, genre, 8 soldats, un prêtre et un soldat d'élite, va falloir causer, quoi. Et au début, on est un peu arrivé là en mode, hey, 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 on est les héros de l'apocalypse, hein, faut pas nous faire chier. Et puis, je sais plus comment s'est déclenché le combat. Alors, il y avait des petits démons, des méphites de vapeur, qui sont des espèces de petits démons élémentaires. Des diablotins élémentaires. Et vous vous rendez vite compte qu'en fait, quand ils meurent, ils explosent. Et ça, vous avez eu de la chance, c'est arrivé à distance. Mais il y a un combat. Et à nouveau, il ne faut pas oublier l'échelle. Vous venez de combattre un sanglier géant. Mais oui, mais... des soldats, ils ne sont pas censés vous faire si peur que ça. Et d'autant plus que, j'ai utilisé les règles de Daggerheart, des sbires. Je ne sais pas si Black Book Edition va changer le terme de ça, des minions. Les minions. Mais les sbires, c'est bien. Ouais. Qui est donc, en fait, en gros, basiquement, tu t'en mets 5, 10, et ils combattent comme un seul ennemi à la fois. Oui, et à chaque fois que tu lui fais perdre des points de vie, tu as un soldat qui meurt. Quand tu les attaques, tu t'attaques la masse aussi, donc tu peux en tuer 3 ou 4 d'un coup. Et donc, en fait, je suis content que ça vous ait fait un petit peu peur. Ah oui, mais basiquement, le combat, il est indispensable. Moi j'étais parti là-dedans. Vous essayez de les intimider, en fait. Voilà, et on les a intimidés. On est arrivé, j'ai dit à un moment, écoutez les gars, on est les héros de la prophétie, on y va, et on rentre dans le tas, quoi. Et on est arrivé... Oui, donc il recule et vous retrouvez un peu. dans un temple
avec une statue de Sidon. Voilà. Parce que, spoiler qui ne change pas grand-chose, mais l'oracle, c'est une fille du titan Sidon Ah oui, oui. et d'une nymphe, parce que les dieux et les titans, ils ont plein d'enfants qui traînent, des demi-dieux qui traînent un petit peu partout. Ça fait des bâtards un peu partout, quoi. Bâtard. Et donc, il y a le prêtre de Sidon qui est prêt à sacrifier Le premier assistant, oui, je crois qu'il s'appelait Bénor, ou je sais plus. l'assistant de l'oracle devant la statue. Nous, on est en mode, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et puis, Baston. Et puis baston, en fait, parce qu'ils sont en mode, arrêtez-les. Et on commence à les fracasser. Et là, je me dis, ah oui, ok, c'est épique à ce point-là. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ah oui, ok, d'accord, on ne doit pas avoir peur du moindre soldat non plus. Alors, il y a de cumul, parce qu'il y a d'un côté cette scène, et il y a les règles des Agerhart. Et ça, j'essaye un petit peu de vous dire, les 20 devant de vous sont des sbires, c'est comme si vous combattiez 2 ennemis en même temps, en fait. Oui. Alors, c'est très cool, j'adore les règles de sbires de Agerhart, mais c'est un peu contre-instinctif pour les joueurs. Il faut se rendre compte que tu es en train de combattre littéralement une masse, une nuée en fait. Oui. Tu es en train de combattre une nuée de rats, mais sauf que c'est des soldats. Oui, sauf que c'est des hoplites avec des casques à plumes et des grandes capes. Moi, je me disais, mais jamais on y arrivera. Ils vous en mettent pas mal dans la gueule quand même. Oui, c'est vrai qu'on a un peu morflé. Et donc, il y a un combat, et en effet, il y a un prêtre de Sidon qui commence à vous balancer des trompes d'air et des trucs comme ça. Malgré tout, vous en sortez. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment il est mort. Il y a Sighild qui a fait une attaque combinée avec son propre sanglier et qui a sauté sur son sanglier avec sa lance et qui a empalé le prêtre de Sidon sur la statue de Sidon. Sur la statue, au pied de la statue de Sidon. Voilà. Donc, et puis bon, on a sauvé le représentant de l'oracle. Ouais. Et on lui dit, mais écoutez, où est l'oracle? Que se passe-t-il? Ah, vous devriez aller voir en bas. Alors moi, j'étais un peu surpris par ce qui allait devenir un donjon. Ouais. Parce que je me suis dit, mais on est dans leur temple, pourquoi est-ce que le mec ne vient pas avec nous? Ils étaient un peu en mode, oui, mais on va panser nos blessures, allez-y, vous pouvez avancer. Et donc, on avance dans le temple de l'oracle et on se prend des pièges. On se fait attaquer par des épées volantes. Alors, vous faites attaquer par des épées volantes parce qu'il faut aller chercher la clé. Et donc, vous allez vous chopez des épées volantes qui vous attaquent. Et toi, tu trouves aussi, vous fouillez un petit peu leur chambre au prêtre de l'oracle, et tu trouves un coffret avec plein de potions de soins. Oui, mais ça, le coffret avec plein de potions de soins, je me rends pas compte qu'en fait, on est en train de faire un donjon. Donc, je retourne en arrière et je demande au prêtre, dites, ça vous embête si on prend vos potions de soins? Réussite critique au jet de persuasion. Réussite critique à mon jet de persuasion. Non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, on en a d'autres, allez-y. Voilà. Ok, merci. Mais moi, je me disais, mais comment se fait-il qu'on se prend des pièges? Parce que du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'il y a d'autres pièges? C'est pas eux qui ont installé ces pièges. Hein. Eux, ils étaient prisonniers. C'est l'horrible Guenaude. Toute ma vie, mais c'est vrai. Toute ma vie, j'ai appelé les sorcières de Donjons et Dragons des guenades. Des guenades. Toute ma vie. Personne ne m'a jamais contredit. Ici, il y a Jaden qui, à la fin de la partie, qui me dit « Tiens, tu les appelles des guenades, les guenaudes ?» Et je suis là, pardon? Mais regarde comment c'est écrit. C'est écrit guenaude. J'ai toujours lu ça, guenade. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les guenaudes. Tu sais que moi aussi, je les appelais des guenades. Oui. Est-ce que ça vient du belgicisme des macrales? Les macrales. Les macrales. Donc il y a une macrale dans ce donjon. Il y a une sale macrale dans le fond du donjon. Il faut se méfier de la macrale parce qu'elle a des pouvoirs. Peut vous vire, vous mettez à assaut directement. Voilà. Ça veut. Ça, c'est une macrale. Et en fait, donc c'est en effet une campagne où il y a beaucoup de donjons, qui sont des très chouettes donjons honnêtement. Et ça, c'est un premier donjon. Et j'ai beaucoup aimé le passage très Donjons et Dragons. La porte. Vous allez chercher la clé pour ouvrir la porte qui mène au sous-sol où se trouve l'oracle. Et donc, évidemment, le premier en avant, c'est... Le guerrier, c'est Damarcos. Mais c'est-à-dire que moi, je me dis, mais c'est pas possible. Ok, moi, je ne savais pas que tous ces pièges avaient été mis en place par les méchants, par la sorcière. Moi, je pensais que c'était le système de défense
Non. des prêtres Non, de, ce sont les de méchants qui l'oracle. ont mis ça en place. Et donc je me dis, bon, allez, assez perdu de temps, hop, on met la clé dans la porte, et puis bah, la porte, elle ouvre grand sa bouche parce que c'est une porte mimique, et là je me fais littéralement gober, en mode, avec juste mes pauvres jambes nues de guerrier grec, avec ma jupette qui flotte au vent, on perd mes sandales, Tout à mes fait. sandales, en train de me faire bouffer par une porte mimique. Mais ce qui est drôle, c'est que Sous les rires de tout le monde, hein, les autres joueurs, comme du maître de jeu. comme il est un gardien vengeur, quand les ennemis lui font des dégâts, il leur rend des dégâts. Ouais, Et donc, la porte mimique, en le mangeant, est en train de se tuer Mais elle-même. Parce que je lui explique que moi, avec ma massue à pointe, mais je lui explose l'intérieur du bide et de la panse et tout. Et à chaque fois qu'il me met des dégâts, je lui remets des dégâts. Donc finalement, la porte finit par me cracher. Et je sais plus qui l'a. Je crois que tu l'as mangé une deuxième fois, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à la voir, mais surtout parce que en te bouffant, elle s'est prise des dégâts. Mais c'est-à-dire que toi aussi, tu as quand même pris des dégâts. Quoi. Mais Donc, en fait, elle a surtout beaucoup abîmé mon armure. Et encore une fois, tu vois, c'est ça qui est génial avec mon personnage, c'est que quand je fais des bons jets, je gagne des points d'espoir. Et avec mes points d'espoir, je peux réparer mon armure. Ouais. Et donc, j'avais quand même bien encaissé. À noter, chose importante, l'actual play, notre actual play de l'Odyssée et un dragon, est un petit peu divisé, j'ai envie de dire, en 3 phases. Parce que quand on a commencé, le jeu de rôle d'Agerhart n'était pas encore sorti officiellement. Et donc j'utilisais les règles de bêta, qui utilisaient principalement des règles d'armure très différentes. Et puis, si jamais vous regardez l'actual play, je dis quand est-ce que ça change, on est passé aux règles finales, qui utilisent des nouvelles règles d'armure qui sont beaucoup plus simples, qui sont beaucoup mieux qu'avant. Et maintenant, nous venons de passer dans une 3e phase où j'utilise un système semi-officiel pour Foundry VTT d'Agerhart. Et donc, il y a un petit peu des passages de gestion par Virtual Tabletop qui sont différentes à chacune de ces phases. Ouais, mais normalement, maintenant, c'est fini. À part que j'espère avoir un jour la traduction française, un module avec toutes les traductions françaises du VTT officiel. Et on devra encore s'y faire. Mais bon. il n'y aura rien, il y aura pas à s'y faire à ce moment-là. Ouais. Moralité, la porte est ouverte. La porte est ouverte, oui. La porte est ouverte. Et donc, on descend et... alors, moi, le souvenir suivant que j'ai, on retombe sur des petits diables, on arrive dans une espèce de spa. Il y a quelques petits méphites. Et il y avait des petits méphites. Et c'est une salle avec un tapis au milieu. Il y avait le tapis. Alors, mais je sais plus, c'est de nouveau un tapis qui a essayé de me manger. Il a essayé de manger quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Parce que moi, maintenant, je me méfiais. Et je me disais, Ouais. s'il y a des mimiques dans le coin, il faut se méfier du moindre coffre, du moindre truc. Et tu me mets un spa avec des démons autour et un tapis, mais évidemment que c'est un tapis maudit. Alors donc c'est un tapis piège qui essaye d'enrouler la première personne qui passe, mais je crois que le tapis rate et que vous le découpez. On l'a cramé directement, je crois. Je crois que vous l'avez cramé directement. Et donc de ce côté-là, c'est fait. Par contre, vous arrivez dans la salle de boss de fin, musique de boss qui se lance avec la Guenaude. Qui était une sorcière des marais, qui ressemble un petit peu à la sorcière dans Legends. Et donc j'avais prévu de faire la phrase, mais je crois que j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'avais prévu de faire la phrase « Ah, comme je vais me régaler, si le reste est aussi bien pendu que ta langue !» Je sais plus quel est le dialogue de Tom Cruise dans Legends en VF, mais c'est genre « Repaissez-vous de votre beauté !» Et je me disais, en plus, j'ai un bouclier, tu vois, on pourrait refaire la scène. Mais je lui dis, non, c'est trop exagéré. De toute façon, elle m'a directement donc en fait, ce qui se passe, charmé. c'est que donc il y a la Guenaude. Elle avait reçu l'ordre de Sidon de ne pas blesser physiquement sa fille, parce que, oui, comme je l'ai dit un peu avant, Versi l'oracle, était la fille de Sidon, mais tout en détestant son père. Et donc, comme elle ne pouvait pas la blesser physiquement, elle la blessait psychologiquement en tuant et en torturant ses serviteurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai voulu dire, quand vous êtes descendu l'escalier, il y avait plein de cadavres partout. Qui étaient coupés en petits morceaux, on les avait arraché la peau et tout, ça c'était scène de torture. Et vous arrivez en effet avec l'oracle qui est prise dans une espèce de bulle élémentaire, et il y a la Guenaude en train de torturer quelqu'un. Mais dès que vous la voyez, immédiatement, sans jet, vous êtes paralysé. Ah, c'était ça. C'était ça. Okay. Et elle est entourée de quelques méphites de vapeur.
Et donc vous débarquez, et immédiatement vous êtes paralysé, et je suis là, ouais, ok, j'ai mis une difficulté pas très haute pour que vous déparalysiez. Sauf que vous ratez tous vos jets. Ah bah oui, là c'est la malédiction. On commence à louper. Et donc il y a la gueule qui commence à vous déchiqueter la gueule, et tous les trois vous êtes paralysés, et c'était plus ou moins son seul pouvoir. Elle n'a pas grand-chose, elle n'était pas très bourrine, mais c'était juste qu'il fallait que vous sortiez de cette malédiction la première fois que vous la voyez. Et ça a pris beaucoup plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Donc vous commencez à vous faire pas mal motter, jusqu'au moment où vous vous libérez. Et là, quand même, J'avoue, je ne sais plus qui est le premier ou la première à sortir de cette transe, mais on s'était dit, en fait, on va se faire buter. Comme ça, parce qu'on n'arrivera pas... Et c'est la première, mais pas la dernière fois que ça nous arrive. De se dire, en fait, on va tous mourir parce qu'on est paralysé, et on n'arrive pas à faire le foutu jet, le putain de jet d'instinct. C'est arrivé une deuxième fois face à des cocatrices, nous en reparlerons. Ça, ce sera pour une prochaine fois. Mais oui, je t'avoue, j'ai pas un souvenir, un grand souvenir des détails du combat contre la sorcière. Elle vous a donné du mal, mais c'était pas le combat le plus marquant, parce que c'était un combat de réussir son putain de jet de sauvegarde. Ouais. Et il me semble qu'il y a eu un moment où Mazikine a commencé à se dire, en fait, avec ma rune et ma dague, je peux la planter, la cramer, la planter, la cramer. Ouais. Et c'était parti, quoi. On a fait cramer la sorcière. Voilà. Burn the witch. Vous la battez, vous sauvez l'oracle, qui est donc une magnifique nymphe, absolument... Hop, je vous mets le dessin. Qu'elle est belle, qui est vraiment décrite comme étant ultra belle. D'ailleurs, je vous fais des jets de sauvegarde pour voir si jamais, et presque tous, vous êtes obligés de l'écouter et suivre ses ordres, tellement vous êtes sous son charme. Sinon, elle est sublime. Et elle vous fait une nouvelle prophétie. Elle vous fait en fait la prophétie officielle de la suite de vos aventures. Et elle rentre en transe et elle vous raconte que vous avez 3 travaux, tels les travaux d'Hercule, à accomplir, qui sont donc... trouver la corne du dragon. Trouver la corne de Balmitria. Le dragon de... Mais Balmitria, c'est le dragon du chef des... Vous en savez pas encore, grand-chose. Mais qui va vous donner une nouvelle prophétie. Vous devez récupérer les armes des seigneurs dragons dans la nécropole de Télamoc. Tout à fait. T'as vu comment j'écoute bien? Ouais. Et le dernier truc, en plus on a déjà fait, c'était... donc c'était les mines de Mitral. Oui, voilà. Et c'était rallumer la forge des mines de Mitral, pour que l'on puisse fabriquer des armes dignes des héros. Pour fabriquer des armes magiques pour nos armées à venir, ou en tout cas pour nous. Et elle vous donne aussi des indices par rapport à vos destins héroïques chacun. Mazikine, elle lui dit qu'elle doit aller voir Damon, qui garde la nécropole de Télamoc. C'était là qu'elle avait eu cette information. Sigilde, il devait aller voir le gardien des mines de Mitral. Et toi, à ce moment-là, c'est gardé un petit peu secret, mais il a l'air un petit peu en colère contre toi, et tu ne sais pas très bien pourquoi. Ah bon? Mais elle te remet une amulette de Calliope, ta grand-mère. L'amulette de la vieille Calliope. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé sur le nom de ma grand-mère. Ça promet. Ma grand-mère, la Calliope. Bon, bref. Et ben oui. Et donc... Et je crois qu'on va arrêter là aujourd'hui. Ben oui, sinon on est reparti pour... L'émission était beaucoup plus longue que ce à quoi je m'attendais. Ah ben évidemment. Et voilà, une vraie histoire au cours du D20. Mais bon, avec une aventure un peu récente. Oui, tout à fait. Quoique, on a commencé quand, cette aventure? Regardez sur la chaîne, je sais plus. Je sais plus non plus. Je n'ai pas de notion du temps. Passé les 40 ans, on n'a plus de notion de temps. Mais donc voilà, tout ça pour dire, en tout cas, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on fera la suite de ce récit. Alors, on en a encore beaucoup sous le bras. Hein, le let's play est beaucoup plus long que ça. Mais encore une fois, Daggerheart, moi je dis, ça, il y en a bon jeu de rôle. L'Odyssée des Seigneurs Dragons, ça, il y en a bonne campagne. Hein. L'entente au sein du groupe est super, nos personnages sont super, que demande le peuple? Voilà. Moi j'attends tous les mercredis avec grande hâte. Donc, sauf vacances ou maladie ou quoi que ce soit, on essaie de faire ça tous les mercredis. Et puis on s'y tient en grande partie. Vacances, maladie, mort,
Macral. Apocalypse, Macral. On a parlé de Macral, je suis en mode Macral. Mais, et voilà, donc vraiment, très très chouette campagne. Que dire de plus? Je vais pas grand-chose, je crois qu'on va conclure. Et moi, à nouveau, en tant que maître de jeu, j'adore Mastery Art, ça me donne beaucoup de souplesse. Il y a des choses pour lesquelles le système est moins bien adapté. Par exemple, PNJ contre PNJ ou PJ contre PJ, ça pose parfois des questions. Ouais. Ou parfois c'est fait exprès. Par exemple, PNJ contre PNJ, je ne suis pas censé faire des jets. Je suis censé décider comment se passent les combats. Oui, mais quelque part, oui, c'est logique. Et j'adore le système de combat sans initiative. En 2 mots, quand moi en tant que maître de jeu, je n'ai pas d'action pour mes monstres. Mes monstres agissent quand les joueurs ratent leur jet. Ou font un jet avec peur. Ouais. Mais c'est super bien. Franchement, c'est super bien. Bref. Et donc, encore une fois, l'objet, le cadeau le plus rentable du monde. Très beau cadeau. N'est-ce pas? Merci, le livre de jeu de rôle. Merci beaucoup. Mon cher ami, là-dessus, tu as encore un truc à dire? Alors, 2 choses. De 1, n'oubliez pas que si jamais vous voulez nous soutenir, on a un Tipeee. Et vous pouvez juste mettre 1 € pour avoir votre nom à la fin de l'émission. À noter aussi que je prévois prochainement de faire des t-shirts Histoire au coin des 20 avec bonne qualité. De bonne qualité, de la qualité, parce que là j'ai un t-shirt de Super iPad Wolf qui vient du site Force Wall, et donc j'aimerais bien faire mes t-shirts là-dessus parce que j'ai vérifié qu'ils tiennent le lavage, parce que nos vieux t-shirts Zone Geek, c'est les t-shirts qui survivent à plus de 3 lavages. On a décidé de faire de la qualité, mes amis. Je suis en discussion avec Rachel, la dessinatrice de Ta Gueule c'est Quantique, pour faire des illustrations Histoire au coin des 20 en rapport avec nos meilleures histoires. À noter que Ta Gueule c'est Quantique, il y a déjà des choses qui sont en impression et c'est quasiment fini, vous aurez ça très vite. Et j'ai encore un truc à dire, oui, très important. Petite information, n'hésitez pas à transmettre ça. On en reparlera pendant le mois de septembre, mais je vais faire une vidéo sur les clubs de jeux de rôle. En fait, une vidéo de vous. J'avais oublié qu'on avait parlé de ce projet. Voilà. Mon idée est la suivante. Vous cherchez un club de jeux de rôle. Je vais faire une vidéo en regroupant toutes des petites vidéos de présentation de tous les clubs de jeux de rôle possibles et imaginables. Donc, si jamais vous tenez un club de jeux de rôle, ou si vous connaissez quelqu'un qui tient un club de jeux de rôle, envoyez-lui la vidéo, envoyez-lui cette partie de la vidéo en tout cas. Ce que je vous demande, c'est de m'envoyer avant le 31 octobre, avant Halloween. On laisse du temps. On laisse du temps avant. Et comme ça, on en reparlera encore. Avant le 31 octobre, vous m'envoyez une vidéo de maximum 1 minute, format paysage, donc horizontal, hein, comme ici. Moins d'1 minute où vous présentez votre jeu de rôle. Vous pouvez m'envoyer ça à gelus@zonegeek.be avec comme sujet club de jeu de rôle de telle ville. Et je ferai... Et vous faites une mini pub et nous on va tout compiler. Je vais tout compiler et je mettrai tous les clubs de jeux de rôle, toutes les vidéos de présentation. Quand je dis on, ça veut dire Gilus parce que c'est lui qui va faire le montage. Je combinerai tout par ordre alphabétique par ville. Je ne compterai pas les pays, donc Bruxelles ce sera AB, après Anjou. Oui, d'accord. Oui. Et c'est, on se limite à la francophonie, mais pas géographiquement. Ça peut être Montréal. Voilà, ça peut être Montréal, ça peut être Toulouse, ça peut être Bruxelles, ça peut être en Suisse, ça peut... Voilà. Mais voilà, moi je vous m'envoyez une vidéo en français de maximum 1 minute pour faire la pub de votre club de jeux de rôle. Et je ferai un condensé avec un lien pour vous contacter. Et ça, je mettrai dans la description. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Oui. Mais Gilus, où les gens peuvent-ils envoyer leurs vidéos? À gilus@zonegeek.be. Ah ben voilà. Idéalement, des liens qui durent... Si vous m'envoyez un lien WeTransfer qui dure 3 jours, je serai peut-être en vacances à ce moment-là. Et donc, peut-être que je n'aurai pas le temps de télécharger. Ouais. Je vous renverrai un message dans ce cas-là. Mais globalement, si c'est un lien permanent, c'est plus facile pour moi.
Voilà, c'est un petit projet, faire une vidéo qui condense toutes les descriptions de clubs de jeux de rôle, et comme ça, vous pourrez aller la voir et vous dire, ok, je suis à Nancy, je vais aller voir dans la description le code de timing de Nancy, et voilà, il y a tel club de jeux de rôle. C'est mon idée. Et ça, c'est comme ça que Zone Geek fait avancer le schmilblick. On vous rappellera, je ferai certainement un short pour Oui, en parce que parler. j'allais dire, on va un peu préciser le On projet. essaiera de faire une vidéo en septembre où on vous en reparlera. Mais c'est un projet que j'ai depuis 6 mois et j'aimerais bien l'accomplir. Et c'est un beau projet. Et vous avez jusqu'au 31 octobre 2025. Eh bien, à part vous dire, n'hésitez pas à liker, à commenter Putain, mais oui. pour apaiser notre Dieu, le grand, Oh, le grand algorithme. le grand algorithme. Sois avec nous, écoute tes chers serviteurs. Car grand algorithme, seigneur des tempêtes. Voilà, c'est ça. Mets cette vidéo dans les tendances. On va chercher un sanglier pour le sacrifier à l'algorithme. Voilà. Oui. Mais bon, nous n'avons pas de sanglier sous la main. Donc on vous dit... Non, pas mon chien. Non. Donc on vous dit à la prochaine. Vivez bien, vivez avec passion.